votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Blasphème contre le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'auteur des propos qui ont indigné la Oumma islamique demande pardon. Un mea culpa qu'il a fait lors d'un entretien téléphonique avec la télévision Futur Média. L'homme dit craindre pour sa sécurité. Le chef de l'État invité à trancher un litige qui dure depuis 50 ans dans la commune de Tivaouane-Diacksao. Ses habitants disent en avoir marre de se faire rappeler à l'ordre par les huissiers de justice. Ils demandent au président Macky Sall d'intervenir au plus vite pour mettre fin à la tension ambiante sur place. Alerte des vendeurs de moutons, le prix de la bête risque de coûter cher. La faute à une hausse sur le prix du foin. Une déclaration faite à moins d'un mois de la Tabaski. Nous irons faire le constat dans un foirail au courant de cette édition. Championnat d'Afrique d'athlétisme à l'île Maurice. Le Sénégal récolte 2 médailles au triple saut dames. Les lauréats, Sangone Kandji et Salissa, respectivement médaillés d'or et d'argent. Et puis, taux d'abstention record pour les législatives françaises. 52,8% des Français ne sont pas allés voter selon les résultats d'un sondage de l'Ipsos. Le NUPES de Mélenchon et Ensemble d'Emmanuel Macron seraient au coude à coude avec 25,2% des voix. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Offense et injures contre le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le mis en cause s'est confié à la télévision Futur Média du Gabon où il se trouve. Il confesse avoir regretté ses actes. Il s'en repent, présente ses excuses à la Oumma islamique et avoue craindre pour sa sécurité. Ali Bandalian. Après être rendu dans une mosquée à Port-Gentil où il s'est fait filmer en train de se repentir, nous avons réussi à joindre Mamadou Ndiaye Daf du Gabon où il se trouve. Effectivement, oui. La vidéo a été faite hier au Gabon. L'audio en question de 31 minutes, c'est moi qui l'avais fait. Et donc, je donnais mon avis sur l'islam. J'essayais de donner la face cachée de l'islam. Des choses que je ne devrais pas faire en tant que fils d'un musulman. Donc, j'ai subi tellement de pression. Il y a tout dedans. Il y a la honte, la peur et le regret. Même ici au Gabon, je vis avec ma famille. Mais rendre compte aussi que j'étais dans une erreur. J'ai dit que pourquoi pas aller rencontrer l'imam le plus respecté, pourquoi pas aller, puis l'expliquer, se repentir, montrer aux gens que donc j'étais confus de tout ce que je faisais. Il y a des gens même qui n'ont pas cru que j'ai vu l'imam. Tout s'est passé dans la mosquée, c'est l'imam qui n'a pas voulu qu'on filme. J'ai dit bien sûr que oui, du moment où je me suis déjà repenti, je suis devenu musulman. Il y a eu quelques conflits là-bas. Si vous avez remarqué, je n'ai pas pu finir la vidéo parce qu'il y a eu quelques conflits. Donc après, bon, on m'a mis dans la voiture, je suis parti. C'est la situation impossible de se sentir en sécurité moralement, mentalement aussi. Alors, envisagez-vous de revenir au Sénégal? Non, pas question de revenir au Sénégal. Ce jeune originaire de Ndouloumadi Dembe nie avoir blasphémé l'islam. Je dis que l'acte que j'ai commis fait mal à tout un musulman qui l'écoute. Mais je sais que ce n'est pas un blasphème. Donc, ce n'est pas condamnable par une loi. Une loi établie par une nation qu'on appelle le Sénégal. De surcroît que le Sénégal, c'est un pays de la laïcité. Je parlais avec un ami en privé. Mais qui a heurté toute une communauté. Voilà, donc, le message pour moi, je donne, c'est le pardon que j'implore. Et de leur côté, le collectif des religieux de Matam se sont donné rendez-vous à Mboloyela pour se prononcer sur la question. À Tivaouane-Diacksao, la tension ne faiblit pas. Tout est parti d'un litige qui demeure depuis 50 ans et qui porte sur 153 habitations. Sommet de déguerpir, les concernés disent en avoir ras-le-bol des injonctions des huissiers de justice et des forces de l'ordre. Ces habitants invitent le chef de l'État Macky Sall à intervenir dans le conflit afin d'y apporter une issue définitive. Abdou Samat Diouf est le porte-parole du collectif de Diamaguène. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdoulaye Anne. Nos parents, ils ont acheté ici, il y a de cela 50 ans, et légalement, par nos parents. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent pour forcer la main, pour prendre les maisons des gens qui sont habités ici aujourd'hui. Pour le cas spécifique, il y a une famille Marega qui a acheté sa maison depuis 2009. Il l'a construit R+3. Ce Marega, actuellement, il se trouve dans la rue avec ses enfants. Et actuellement, là où nous sommes, il est en train de souffrir terriblement. Même il était emprisonné pendant 2 mois. C'est une forcing, c'est illégal. Actuellement, il y a plus de 150 familles au niveau de Diamaguène qui sont tous menacées.
Donc ce que nous demandons et nous interpellons le président de la République de recevoir les populations de Diamaguène. On ne laissera pas faire, nous sommes prêts à mourir, mais on ne laissera pas de venir accepter de prendre nos maisons. Et dans le même registre, 596 résidents de Anne-Mariste ont été contraints de quitter leur maison. Ils seront toutefois indemnisés par la SNHLM. La Société nationale promet de faire des efforts pour leur faciliter l'accès aux logements sociaux. Nous écoutons Mamadou Simeng, directeur général de SNHLM, au micro de Abdourahmane Diallo. Ces dernières années, je me suis rendu compte que le potentiel était là, qu'on avait également une équipe expérimentée qui en voulait avec l'accompagnement du conseil d'administration. Nous avons dans la phase de consolidation pratiquement terminé beaucoup de projets qui étaient en cours, mais également permettre le redémarrage de beaucoup de projets. La SNHLM avait pendant longtemps la difficulté dans la production de parcelles assainies, mais vous avez vu qu'on est passé de 61 à 1280 entre 2017 et 2022. Et pour ce qui concerne la production de logements, c'était pratiquement à l'arrêt, en tout cas au ralenti. Et j'ai rappelé tout à l'heure que ces 2 dernières années, notamment en 2022, nous allons réceptionner entre 150 et 200 logements qui sont construits à Dakar et dans les régions. Aujourd'hui a été renchéri par le fait que nous avons le projet des 100 000 logements. Le projet des 100 000 logements qui ambitionne de permettre aux Sénégalais ordinaires d'avoir un accès facile au logement. Un mois après le lancement des travaux de l'axe de l'hôpital Grand-Bourg, route nationale, le chantier n'a toujours pas démarré. Une situation que les riverains et chauffeurs déplorent. Ils invitent les autorités à éviter de faire dans la propagande et à entamer le projet de ce tronçon qui est une priorité pour Mbour. Les détails, c'est avec Mamadou Gueye et Abdourahmane Diallo. Après le lancement des travaux du tronçon route nationale hôpital Thierno Mansour Baro de Mbour par le ministre Samba Diop Benka et les autorités locales de Mbour, rien n'a encore démarré. Franchement, il devrait y avoir du respect envers les populations. S'ils ne comptaient pas démarrer les travaux, il ne fallait pas faire tout ce bruit, car la prochaine fois, personne n'aura confiance en eux. Donc il faut éviter de faire dans la manipulation. Sur place, il n'y a ni sable, ni béton, encore moins de grues ou de camions citernes sur le long de la route. On ne peut que suivre leurs directives, mais ce qui est sûr est qu'il faut éviter cette manière de faire. L'axe hôpital Thierno Mansour Baro, route nationale, est dans un état de délabrement très avancé. Nous les chauffeurs, nous rencontrons d'énormes difficultés. Un mois après le lancement des travaux du tronçon route nationale hôpital Thierno Mansour Baro de Mbour par le ministre Samba Diop Benka et les autorités locales de Mbour, rien n'a encore démarré. Franchement, il devrait y avoir du respect envers les populations. S'ils ne comptaient pas démarrer les travaux, il ne fallait pas faire tout ce bruit, car la prochaine fois, personne n'aura confiance en eux. Donc il faut éviter de faire dans la manipulation. Sur place, il n'y a ni sable, ni béton, encore moins de grues ou de camions citernes sur le long de la route. On ne peut que suivre leurs directives, mais ce qui est sûr est qu'il faut éviter cette manière de faire. L'axe hôpital Thierno Mansour Baro, route nationale, est dans un état de délabrement très avancé. Nous les chauffeurs, nous rencontrons d'énormes difficultés sur cette route. Vous avez vu, elle est impraticable et pourtant elle devrait être une priorité car les ambulances et toutes les personnes qui vont à l'hôpital passent par ici. En plus, il y a l'hivernage qui s'annonce, donc ça sera encore plus compliqué. Lors du lancement des travaux de la route le mois dernier, le ministre Samba Diop Benka et les autorités locales avaient estimé les travaux à plus de 800 millions de francs CFA et qu'ils doivent durer 4 mois. Mais jusqu'à présent, le projet est au point mort. Parlons politique à présent. La clémence du chef de l'État Macky Sall à l'égard du député Cheikh Mbacké Abdou Bara Dolly, c'est ce que veut l'initiative citoyenne et républicaine. En conférence de presse, ses membres demandent au président de la République d'intercéder en sa faveur afin qu'il soit libre. Pour rappel, lors de la manifestation de l'opposition du 8 juin dernier, le député en question avait proféré des injures à l'encontre du chef de l'État. Je vous propose d'écouter
écouter le coordonnateur d'initiative citoyenne et républicaine, Serigne Aboussal, au micro d'Ababacar Camara. Au président de la République, son Excellence Macky Sall, pour lui demander d'accorder son pardon en tant que musulman et sa grâce en tant que président de la République à l'endroit de Cheikh Mbacké Bara Dolly, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. Avant cela, nous exprimons nos regrets pour les propos qu'il a tenus à l'endroit du président de la République. Je tiens aussi à préciser que, en tant que citoyens responsables, nous entendons poursuivre notre initiative là où nous sentirons que la paix au Sénégal peut basculer. Nous en profitons d'ailleurs pour lancer un appel à tous les hommes politiques qu'ils sachent que le Sénégal est, disons, avant tout intérêt personnel. Et à tous les hommes politiques de quelque bord que ce soit, et quelle que soit la situation, essayons de préserver la paix que Dieu nous a gratifiée au Sénégal. Une nouvelle qui ne va pas plaire aux pères de famille. À l'approche de la Tabaski, le prix du mouton risque de connaître une hausse cette année. L'une des raisons invoquées par les éleveurs, la cherté du prix du foin. Selon les vendeurs interrogés par nos reporters, la situation n'est pas prête de s'améliorer si le prix du foin ne connaît pas une baisse. Un tour dans un foirail de la ville avec Mariam Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Cette alimentation destinée au bétail est indispensable à l'ensemble des activités qui assurent l'entretien et la multiplication des animaux. Seul hic, cette denrée est de plus en plus rare. Nous donnons à manger à nos moutons 3 fois par jour. Ils ne peuvent pas rester comme ça sans se ravitailler. Regarde ce qu'ils nous vendent, ce n'est pas des foins, c'est des herbes ramassées dans la forêt et qu'ils nous revendent à 6 000 francs en disant que c'est du foin, alors qu'il y en a beaucoup à Kaolack. Le foin est cher et ce vendeur de moutons confirme. Il occupe cette place depuis un mois. Ces moutons consomment près de 4 sacs de foin par jour. Mes moutons consomment 4 sacs de foin au moins chaque jour. Le soir, je leur donne 4, 5, 6 sacs d'aliments de bétail qui est à 18 000 francs le sac. Concernant la cherté des moutons, surtout, ces éleveurs évoquent certains faits qui impactent le prix. Nous avons des problèmes pour revendre les moutons. Le foin est très cher, l'aliment de bétail aussi, ce qui impacte forcément sur le prix du mouton. On ne peut pas vendre ce mouton à des prix abordables, car nous achetons les moutons très chers et souvent les clients nous reprochent tout le temps de rehausser les prix et je pense que ce n'est pas de notre faute. Cette année, la fête de Tabaski sera célébrée le 10 juillet et comme chaque année, trouver un mouton ne sera pas au repos. Premier défi à relever par le gouvernement reste la bonne approvisionnement du marché sénégalais. Allez, parlons consommation à présent avec les résultats du rapport prospective alimentaire présenté par le Conseil national de sécurité alimentaire. Des résultats qui encouragent vivement la consommation des céréales locales pour atteindre une autosuffisance mais aussi une sécurité alimentaire. La restitution du rapport s'est faite hier à Fatick en présence des autorités mais aussi d'agriculteurs, d'éleveurs et des agents de santé. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Senghor, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Il est interrogé par Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Promouvoir des modes d'alimentation qui préservent la santé des populations. Ce serait dommage qu'en mangeant, que nous nous rendions malades sans le savoir. Or, c'est ce qui est en train de se dessiner. Donc, prospective alimentaire 2035, c'est un peu pour interpeller aussi bien les consommateurs, mais également ceux qui savent, les chercheurs, les médecins, nutritionnistes, qu'il faut maintenant qu'on se recentre sur ce que nous avons de meilleur. Nous avons le sorgho, nous avons des céréales bien de chez nous. Il y a une céréale que nous avons abandonnée, alors que le sorgho est sans gluten. Le
Le mil aussi, nous sommes en train de l'abandonner. Nous avons aussi le fognon, etc. Donc ce qui se passe, Covid et puis ce contexte géopolitique international devrait être une opportunité pour nous pour que nous retravaillions un peu ce que nous avons fait d'ailleurs. Voilà un peu ce que nous sommes venus faire et la plateforme qui déjà est amorcée va permettre à la région de Fatick de contribuer notamment à l'élaboration du guide régional puis national sur l'alimentation. Il faut qu'il y ait plus d'investissement dans le secteur agricole, je l'ai entendu, les gens disent il faut plus d'investissement dans la maîtrise de l'eau parce que c'est le premier intrant. Allez, nous quittons Dakar pour Saint-Louis. Dans la commune de Nit, les conflits entre éleveurs et agriculteurs ne sont plus qu'un vieux souvenir grâce à la culture foragère. Pour soulager les éleveurs, lutter contre les conflits et permettre aux troupeaux de bien s'alimenter, 40 hectares de terre viennent d'être emblavés. Les éleveurs demandent la multiplication de cette culture dans le Waalo pour venir en aide aux éleveurs dans les périodes difficiles. Ousseynou Diop et Habib Seck. Dans la commune de Nit, 40 hectares de terre ont été cultivés en fourrage pour le bétail. Le but est de mettre fin aux multiples conflits entre producteurs et éleveurs, notés souvent dans cette partie nord du pays. Cette culture destinée au bétail est très bénéfique pour nous les éleveurs. Maintenant, nous ne sommes plus préoccupés. Les éleveurs sont maintenant soulagés. Actuellement, tous les acteurs de la zone convergent vers ces champs pour s'approprier la ressource. La culture fourragère permet aux troupeaux de bien s'alimenter. C'est pourquoi les éleveurs souhaitent la multiplication de ces genres de programmes dans le Waalo. Avec ce projet, la nourriture de plus de 15 000 têtes est assurée. Le fourrage de mil va renforcer les bétails et les rendre plus productifs, surtout avec la tabaski qui approche. West Africa Farm a aujourd'hui réglé le problème de conflit entre éleveurs et producteurs parce que dans cette période très difficile, West Africa Farm appuie les communautés. Les entreprises qui sont implantées dans le Waalo accompagnent les éleveurs de la zone. Ici, le désert gagne du terrain, ce qui nécessite de nouvelles stratégies pour soulager les éleveurs et éviter la divagation des animaux. Il y a la guerre en Ukraine qui n'augure pas de lendemain meilleur pour les éleveurs. Donc il faudrait trouver des solutions qui pourraient les aider. Donc aujourd'hui, timidement, nous sommes dans un programme que nous considérons très ambitieux et qui pourrait aider quand même les communautés, surtout éleveurs, à trouver des solutions face à leurs problèmes. Les éleveurs des communes de Nit, Ross-Bekio, Keur-Momosar et Ronk voient dans ce programme une solution pour bien prendre en charge l'alimentation et le déplacement du cheptel. Ils demandent au gouvernement d'accompagner davantage les acteurs de l'élevage. À Fatick, des acteurs veulent s'appuyer sur l'agroécologie pour faire face aux mauvais rendements agricoles constatés dans plusieurs localités du pays. L'ONG AgriSud fait la promotion de cette pratique depuis des années. Des rencontres entre partenaires et agriculteurs du bassin arachidier ont permis d'échanger sur cette méthode dont l'objectif est de promouvoir une agriculture familiale plus résiliente. Le point, c'est avec Abdou Karim Bey et Aminata Goudiaby. L'ONG AgriSud International existe maintenant depuis 30 ans. Dans la région de Fatick, elle a commencé à intervenir en 2014. L'ONG fait la promotion de l'agroécologie, c'est-à-dire une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Si vous voyez aujourd'hui dans certaines zones, vous voyez que par exemple, on est en train de mettre des pratiques agroécologiques qui permettent aujourd'hui de fertiliser les sols, mais aussi de permettre aux exploitations agricolo-familiales de trouver des revenus économiques assez intéressants. Vous voyez des exploitations qui sont au niveau de la zone de Ngouloul de Fatick, ils vont vous dire qu'ils peuvent gagner plus que même un fonctionnaire. D'abord, accompagner les producteurs pour répondre aux contraintes agri-environnementales, mais répondre aux contraintes socio-économiques. Pour accroître la production agricole qui connaît des difficultés, des plans d'occupation et d'affectation des sols ont été élaborés. Dans la région de Fatick, 3 communes sont concernées. Ce plan-là revient à gérer surtout les contraintes qui sont liées entre les agriculteurs et les éleveurs, notamment sur l'occupation de l'espace, notamment sur les parcours de bétail, notamment sur les zones pastorales. C'est pourquoi, avec ce plan, aujourd'hui, les communes disposent d'un outil de gestion de cette territoriale, mais aussi de gestion des zones de production, des zones agricoles, des zones pastorales. Parce qu'à chaque fois, il y avait des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Avec ce plan, nous avons eu à identifier les acteurs qui interviennent au niveau de ce projet-là. Les agriculteurs, les éleveurs, mais également ceux qui interviennent au niveau des forêts.
Dans 3 jours, des rencontres avec les acteurs de l'agroécologie du bassin arachidier ont été organisées. L'ONG AgriSud veut, à travers ses activités, sensibiliser les acteurs et les partenaires au développement sur la nécessité d'adopter les pratiques agroécologiques pour une agriculture familiale plus résiliente. Cette année, c'est la 2e édition. Nous essayons à travers ces rencontres de promouvoir l'agroécologie dans les systèmes de production des exploitations familiales agricoles, mais aussi promouvoir l'agroécologie au niveau des centres de formation professionnelle. Pour encore de meilleures performances agricoles, une dynamique pour une transition agroécologique locale est mise en place dans le bassin arachidier, ce qui entre dans le cadre du projet de redynamisation de la production agricole mis en œuvre dans les 6 départements des régions de Fatick et de Diourbel. Parlons éducation à présent avec cette initiative de la tournée académique et sociale, une tournée dans le but de permettre aux élèves de terminale de se rattraper en comblant les heures perdues, mais aussi de renforcer le niveau des élèves. Cette tournée a été également associé le lancement d'une plateforme. Je vous propose d'écouter Oumar Gueye. Il est le président de la tournée académique et sociale. Il est interrogé par Cher Diop. Signifier 3 points assez stratégiques. Le premier, c'était un accompagnement scientifique, une dispense de séances présentielles, comme ce qui est en train d'être constaté en salle avec la dispense de la philosophie avec le professeur Songue Diouf. Ça, c'est pour la séance présentielle, mais aussi la dispense de cours qui sera observée par un ravitaillement de la plateforme au fur et à mesure que les cours vont avancer dans les établissements. Ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, c'est l'accompagnement psychologique, c'est-à-dire assister les enfants là, donner des cours de développement personnel, parler aussi de citoyenneté numérique pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir utiliser les plateformes, les réseaux sociaux de manière générale, de manière assez efficace, parce que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour manquer de respect ou bien pour outrepasser les principes de la société. Mais c'est pour apprendre, se divertir, se documenter, entre autres. Et le dernier aspect, c'est l'opportunité que cette plateforme va créer en essayant de s'adosser sur ses partenaires, les établissements d'enseignement supérieur, pour faciliter l'insertion de ces jeunes talents-là dans les écoles, une fois après l'obtention du baccalauréat, à travers des opportunités de 50% des bourses entières ou bien à 50% comme je viens de dire. Congrès ordinaire du Sutalec, ses membres réitèrent leur confiance à Habib Aïdara, dont le mandat a été renouvelé. Le secrétaire général compte poursuivre le combat pour que les travailleurs de la Sénélec jouissent d'une égalité de traitement à tous les niveaux. Le Sutalec plaide par ailleurs pour son implication dans les réformes entreprises par la Société nationale d'électricité. Nous écoutons le tout nouveau secrétaire général Habib Aïdara. Il est interrogé par Habib Faye et Alun. Dans le secteur, nous avons bien pris en charge les préoccupations des travailleurs. C'est pourquoi les camarades ont renouvelé le mandat pour nous donner encore plus de temps pour mieux leur donner des acquis. Dans la démarche du syndicat, il faut renforcer l'activité de la revendication. Parce que sur le plan pécuniaire, les gens ne se plaignent pas, mais sur le plan du déroulement de carrière, sur le plan des conditions de vie et de travail, sur la gestion des ressources humaines, et même sur la gouvernance de Sénélec et sur la gouvernance des autres entreprises aussi, il y a beaucoup à dire. On a demandé à ce que les acteurs soient impliqués dans le processus de réforme. C'est ça qui est important. Aussi à travailler avec les pouvoirs publics pour que tous les emplois soient maintenus à l'issue de la réforme et que les acquis aussi ne soient pas touchés. Donc là, c'est les différents points. En culture, on s'intéresse aujourd'hui à un artiste peintre et un sculpteur camerounais qui figure parmi les 59 artistes sélectionnés par la direction artistique pour l'exposition internationale de la Biennale. Il s'agit de Victor Sona, un artiste visuel né au Cameroun et vivant actuellement aux Pays-Bas. À l'occasion de la Biennale, il expose à Dakar son travail artistique fait de métal, de textile, sans oublier ses sculptures et sa touche plastique. Les notions d'identité et d'appartenance ont une place de choix dans son travail. Ibou Diouf l'a rencontré, reportage. Il est artiste camerounais, il vit son art aux Pays-Bas. Victor Sona essaie constamment de se réinventer dans ces contextes socio-culturels radicalement différents. L'artiste visuel est occupé par une lutte entre le maintien de ses racines africaines et l'assimilation dans son foyer européen. ECO, c'est un peu basé sur les valeurs universelles que j'ai un peu de temps en temps appris
pas vraiment, mais Senghor qui m'a beaucoup inspiré sur ce projet. Et Césaire, généralement, parce qu'il avait le cahier de retour pays natal. C'est un livre qui m'a beaucoup intrigué quand j'étais jeune. Et je me suis dit, là, je présente le projet ECHO en montrant un peu que de temps en temps, il peut y avoir une deuxième côté qu'on cache parfois. Son processus créatif se caractérise par l'utilisation d'une série de matériaux et d'objets quotidiens mis hors service qui sont réutilisés, auxquels on donne une nouvelle vie. Le message de l'œuvre, c'est un peu qu'à un certain moment qu'on se développe dans la vie, parce qu'il y a certaines connaissances qu'on a acquises et que de temps en temps, on ne peut plus les renier. Et donc, je me suis dit que, bon, pourquoi pas essayer de combiner ces connaissances et que j'expose en Europe. Et je me suis dit peut-être c'est aussi bien de les ramener en Afrique pour les montrer ce que j'ai fait avec ces matériaux-là. Et pour leur donner une deuxième valeur, quoi. Son travail naît des tensions entre deux mondes, ce qui donne lieu à des œuvres d'art qui dépaysent et défient les frontières. Les notions d'identité et d'appartenance sont remises en question par son exploration artistique. En fait, cette place n'est pas encore acquise. Elle existe, mais elle n'est pas encore acquise. Et j'espère que je peux essayer d'être une espèce de pont, un intermédiaire, quoi. Mais j'ai aussi un peu peur du mot africain. Peut-être qu'à un certain moment, on parlerait plus d'art contemporain en général, et parce qu'il y a une espèce d'assimilation quelque part qu'on ne veut pas. Cette approche trouve son origine dans l'enfance de Sona, où le manque d'argent et des ressources l'obligeait à se débrouiller et à réutiliser ce qui l'entourait. Son travail rassemble souvent des matériaux disparates aux identités distinctes, les transformant en œuvres d'art. Une belle exposition. Elle est hors de chez nous en France. Premier tour des élections législatives, la NUPES, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale de Jean-Luc Mélenchon, et ensemble, la coalition d'Emmanuel Macron à égalité avec 25,2% des voix selon l'Institut de sondage Ipsos Sopra Steria. Le Rassemblement national de Marine Le Pen suit avec 18,9% des voix. Et si cette tendance est confirmée, eh bien, le camp présidentiel pourrait perdre la majorité absolue. Information importante, le taux d'abstention, il est inédit pour ces élections législatives selon Ipsos. Il est de 52,8%. Et pour ce qui est du président de Reconquête, Éric Zemmour, il aurait été éliminé au premier tour des législatives avec seulement 23,2% selon nos confrères de France 24. Sport avec les championnats d'Afrique d'athlétisme qui se tiennent à l'île Maurice. Le Sénégal récolte 2 médailles au triple saut dames. L'or a été raflé par Sangoné Kandji avec un bond à 13,76 m. L'argent pour Salissar avec 13,42 m. Et puis, préparation du mondial au Qatar. L'Équateur a battu le Cap-Vert sur le score d'1-0. L'Équateur, je rappelle, se trouve dans le groupe A du mondial en compagnie du Qatar, des Pays-Bas et du Sénégal. Voilà qui met un point final à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez bien connectés avec la télévision Futur Média. Excellente fin de soirée et bon début de semaine à tous.